Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Golasso. Comme vous le voyez, le podcast qui s'intéressera à Boavista, qui est une saison un petit peu particulière. Je suis évidemment pas tout seul pour faire ce podcast, je suis avec l'acolyte un peu de toujours, Phil, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bah écoute, bonne année du coup, parce que là c'est la première de cette nouvelle année, donc on reprend doucement un petit peu. Donc très content d'être avec vous pour pouvoir parler de Boavista, ce club historique qui, bah, étant peut-être le plus vieux autour de la table, m'a un petit peu traumatisé quand j'étais jeune, parce que forcément j'ai vécu l'âge d'or quand j'étais petit. Donc voilà, une petite mention spéciale à Farid qui m'a traumatisé plusieurs fois. Ravi d'être là avec vous et de pouvoir parler de ce club justement. Justement, pour parler de ce club avec nous, on est allé chercher quand même quelqu'un qui s'y connaît. Maxime, bienvenue, t'es supporter de Boavista, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Je suis très heureux d'être là, vraiment toujours très heureux de parler de mon club. Je suis supporter de Boavista et je gère donc la page Boavista France depuis plusieurs années. Donc ça va être un plaisir de parler de mon club. Bon, ça va forcément faire un petit peu mal quand on voit l'actualité de toutes ces dernières années et surtout en fait de cette saison. Mais voilà, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir que vous écoutiez tout ce podcast sur ce merveilleux club. Effectivement, tu l'as dit, merveilleux club, club historique parmi les historiques quand même. On a quand même, ces dernières années, ces dernières décennies, quelques historiques qui sont un peu partis de cette division 1. On espère que Boavista ne sera pas le cas, mais c'est aussi un peu pour ça qu'on fait ce podcast, essayer d'en parler pour éviter, pour le faire aussi avant que ça n'arrive peut-être. On va revenir sur des éléments évidemment pas toujours très gais. On va parler de cette saison, mais on va aussi un peu revenir sur l'histoire de ce club, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'évidemment, au Portugal, on connaît surtout les trois gros. Ici, Braga qui monte un petit peu, le Vitória Guimarães aussi. Mais voilà, Boavista, si vous découvrez un peu le foot portugais ces dernières années, pour vous, c'est un petit club qui lutte contre le maintien. Mais non, Boavista, c'est un historique. C'est un des deux seuls clubs qui a volé le titre, entre guillemets, aux trois gros. Donc voilà, c'est pas rien. On va parler un petit peu, on va commencer en parlant un petit peu de la situation actuelle, concrète avec le classement. On parlera de l'histoire du club, on reviendra un peu sur les raisons de pourquoi Boavista en est là aujourd'hui. Et puis on débriefera un petit peu des perspectives possibles pour le club pour le reste de la saison et les saisons à venir potentiellement. Moi, je propose de passer à la première partie, donc l'intro, la contextualisation. Un petit rappel, je suis désolé Maxime, il ne va pas faire énormément plaisir, mais donc à l'heure où on parle, on est euh, fin janvier. Boavista est dernier avec 12 points, seulement 2 victoires cette saison et surtout aucune victoire sur les 8 derniers matchs. Donc voilà, un peu compliqué. Plus globalement, c'est la deuxième plus mauvaise attaque, c'est la troisième plus mauvaise défense de la série. Ça s'explique aussi un petit peu, et ça je vais te lancer un petit peu par rapport à ça, mais début de saison, les deux premiers gardiens se blessent en même temps, donc ça explique aussi un peu ceci. Et à l'été, il y a 4 titulaires de la saison dernière qui s'en vont. Voilà, comment est-ce qu'il y a que ça qui peut expliquer aussi comment est-ce que tu as vécu un peu toi ce mercato, puisqu'il y avait eu en plus les promesses de fini l'absence de recrutement et puis finalement c'est tombé à l'eau. Alors en réalité, pour contextualiser, on peut pas parler que de ce mercato d'été. Il faudrait revenir en fait à il y a 2 ans, puisque ça fait quand même 2 ans qu'on est privé de mercato, l'hiver et l'été. Donc en fait, cet été, c'était juste l'apothéose. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on n'inscrit plus de nouveaux joueurs, quitte à ce que ça devienne parfois des situations très risibles. Enfin, je veux dire, ça fait aussi 2 ans que on nous promet au début de mercato que on va inscrire des joueurs, que on va pouvoir engraisser l'effectif et ça fait 2 ans à chaque fois que les promesses ne sont pas tenues. Je veux dire, l'année dernière, on a rappelé des joueurs qu'on n'aurait pas dû. Enfin, je me souviens de Philippe Ferreira en défense qui avait été plus ou moins été mis à la porte par le club et qui a été rappelé fin août en urgence parce qu'on n'avait personne à ce poste-là, en tout cas en tant que remplaçant. Je me souviens aussi de Masaki Watai qui avait clairement pas le niveau pour la première division. Enfin, j'ai rien contre lui, mais il n'était vraiment pas au niveau. Et c'est pareil, on a dû prolonger son prêt parce qu'on n'avait vraiment pas assez de joueurs. Donc cet été, c'était pareil, quoi. On a engagé, je me souviens, 2 joueurs en promettant qu'ils seront inscrits. Les pauvres, on les a
lâché fin août parce que finalement on pouvait plus inscrire de joueurs, mais ils ont dû trouver un autre club dans la foulée. Enfin, c'est complètement risible nos périodes de mercato et donc en fait ce qui se passe c'est que depuis 3 ans on a un effectif qui perd en joueurs, qui perd en joueurs, qui perd en joueurs et vu qu'on ne peut pas inscrire de nouveaux joueurs, on ne peut pas les remplacer donc on est obligé d'utiliser des joueurs qui reviennent de prêt ou des jeunes et c'est pour ça que cette année quand on regarde les 11 de départ avec les remplaçants, enfin on n'a pas une équipe de première division et finalement notre dernière place elle est plus ou moins méritée et elle est clairement pas à cause des joueurs hein. Franchement je ne jetterai jamais la pierre aux joueurs qui en tout cas se donne à fond sur la plupart des matchs. Simplement, malheureusement, c'est souvent des jeunes inexpérimentés qui n'ont simplement pas le niveau et qui sont épaulés par quelques joueurs d'expérience, mais qui ne suffisent clairement pas à obtenir des performances. Surtout quand du coup on a un banc qui est clairement vide et inexpérimenté également. Donc tout ça, c'est l'effet de plusieurs années sans mercato. Notre dernier mercato, qui date d'il y a 3 ans, était plutôt bon. On avait eu Robert Bosnik, Salvador Agra, Bruno Lorenzo, qui étaient des très bons joueurs. Et malheureusement, on a juste été déçus après par tous ces joueurs qui partent, même si Agra ou Bosnik sont encore là, mais on a parfois eu de la chance aussi. Je pense à Thiago Moraes qui était notre jeune, qui était en prêt à l'Aixoïch et qui en revenant a fait des miracles. Enfin, il n'y a pas d'autre mot et on a dû le vendre pour des questions économiques. Mais finalement, pourquoi on n'est pas descendu 2 dernières années? C'est parce que les quelques joueurs qu'on avait recrutés étaient bons, parce que les joueurs se sont toujours donnés à fond. Mais, euh, mais la situation d'aujourd'hui, elle était clairement inévitable et on peut pas espérer avoir des performances quand pendant 3 ans, on peut recruter aucun joueur et qu'on en laisse partir certains parce que leurs salaires sont trop hauts, parce qu'on a besoin d'argent et que notre dette est abyssale. Voilà. Phil, je vais te lancer sur un autre sujet, puis évidemment, on écoutera Maxime là-dessus, mais il n'y a pas eu que des départs de joueurs, il y a eu un départ aussi très important, c'est sur le banc, le départ de Petit. Toi, comment est-ce que de l'extérieur, tu as vécu un peu ce départ? Et est-ce que tu t'es dit, OK, là, on est sur un tournant un peu définitif dans l'histoire récente de Boavista? Bah, écoute, quand tu vois que bah, déjà c'est un entraîneur qui a quand même partout où il est passé, il a fait du bon boulot, que ce soit à la Bessade, que ce soit à Boavista et même là à Ruyav, je trouve que il arrive à prendre la continuité de Louis Frère, qui était pas une mince affaire en plus. Euh, donc, tu dis si même un enfant du club qui a beaucoup donné pour le club euh, s'en va et qu'en plus tu vois que derrière, bah, il y a pas de recrutement. Pejmaliel qui part pour 5 millions à Trabzon là, au dernier mercato. Tu vois alors après, moi je le connaissais pas, le coach, l'italien Bacci qui est arrivé. Euh, mais j'ai vu, il me semble, c'était contre Sporting, je crois. Contre Sporting, vous avez fait un gros match. Sporting ou Porto? Je sais qu'il y avait un gros match, j'avais regardé. Et, euh, et ils avaient fait un gros match. J'ai été assez surpris, pour le coup. Je crois que c'était Porto. Mais au final, ils avaient pris quand même. Ah non, non, c'était Sporting. Ouais. C'était le 3 face à Sporting. Donc, tu te dis, bon, déjà, si tu peux pas recruter, c'est compliqué. On l'a vu avec Ruyav. Louis Frère a réussi à faire du bon boulot quand même pendant 2 ans avec un effectif limité. Au final, bon, on lui a mis un coup de pied aux fesses, je trouve, un petit peu de manière ingrate. Là, tu sens que c'est juste beaucoup, beaucoup trop compliqué. Déjà, quand tu regardes l'effectif, tu dis, bon, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont le niveau première division. En plus, je crois que Omoyashi, je crois que j'ai vu, il y a pas mal de rumeurs comme quoi il va partir aussi. Euh, et surtout, enfin, je me dis là, c'est compliqué quand je vois les adversaires. Quand je vois AVS qui va chercher Aderlan Santos et Thomas Tavares et qui bah, déjà ont des mecs comme Néné, enfin des gars qui ont de l'expérience en première division et qui sont bons dans les deux surfaces. Je vois Farense avec un très bon gardien, avec des joueurs importants et tout. Je me dis, j'ai l'impression que c'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment surpris qu'un club géré par Monsieur Lopez fait des promesses et ne les tient pas?
pas sûr. Donc, malheureusement, moi, ça me fait un petit peu chier parce que, voilà, comme je disais en préambule, c'est un club historique que j'ai vu, que je connais depuis tout petit, parce que moi, quand j'étais petit, c'était lui, le quatrième grand, à l'époque où Guimarães a toujours été instable, c'est-à-dire qu'il pouvait être sixième ou quatorzième, et l'époque où Braga était encore dans le ventre mou, il n'était pas encore acteur majeur. C'était vraiment Boavista qui était les troubles faits et qui, voilà, dans les années 2000, était vraiment, vraiment très relou et très compétitif, avec Jaime Pachek notamment. Donc voir un club comme ça, j'espère pas disparaître, mais voir dans l'état qu'il est aujourd'hui, quand tu as vu Bessade, enfin Belenenses de base, euh, que tu as vu Stubal, que tu vois Olianense, enfin c'est des clubs historiques qui au final ils sont obligés de mettre les clés sous la porte. Et donc venir avec des belles promesses et au final enterrer les clubs, il l'a fait partout, il l'a fait. Boavista, voilà, on va commencer. À Bordeaux, tout le monde sait comment ça se passe. En Formule 1, pareil. Donc il y a un Il y a eu moment, Moucron aussi en Belgique. oui, aussi d'ailleurs. À un moment donné, monsieur, faut partir. Tout ce que vous avez là, faut partir. Faut arrêter. Maxime, toi, parce que Phil a été hyper, hyper complet, quelque chose à rajouter sur le changement de coach? Est-ce qu'il était inévitable, ce départ de Petit, et à quel point ça joue aussi sur la compétitivité d'un effectif qui, comme Phil l'a rappelé, n'est quand même pas très étoffé et où il n'y a même pas, à part Abascal, Seba Perez et Bozini, et Agra quand il joue, qui n'est pas trop blessé, il n'y a même pas vraiment d'ossature en fait. Pas. Alors en fait, inévitable, je dirais oui, parce que voilà, je pense qu'à un moment donné, il en avait marre de comment était géré le club et c'est lui qui a porté à bout de bras le club. Si le club est pas mort avant, si le club a pas été à sa place là où il est aujourd'hui ces dernières années, c'est que grâce à Petit, parce qu'il a toujours tout donné pour le club. C'était un super coach qui insufflait vraiment la rage de vaincre chez les joueurs et à l'époque, il y avait un peu plus de joueurs que maintenant. C'est vraiment lui qui a juste tenu à bout de bras le club et qui a donné un peu d'espoir aux supporters. Le fait qu'ils partent, en fait, c'était la toute dernière étape qui restait avant que le club coule parce qu'on l'a remplacé par le coach des U19. C'était une catastrophe. Enfin, c'était vraiment calamiteux. On a réussi finalement à se maintenir avec Georges Simao. Là, aujourd'hui, l'entraîneur, en toute honnêteté, je ne saurais pas dire vraiment ce qu'il vaut. En fait, le pauvre, il a juste pas d'effectif, il fait avec ce qu'il a. C'est vraiment que des jeunes, effectivement. On n'a pas de ceinture, en fait. On n'a que quelques joueurs par-ci, par-là, comme Reisinho ou Bosnik, qui tiennent la route. Mais sinon, le reste, c'est des jeunes qui font ce qu'ils peuvent. Donc, effectivement, oui, Petit, je me souviens, la saison dernière, on commence et à l'époque, on est dans le top 3, on fait des performances incroyables parce que Bosniak, Moraes sont au top de leur niveau, on a vraiment un cercle très vertueux, mais ça ne pouvait de toute façon que ne pas durer parce que de toute façon, on devait se séparer de joueurs qu'on ne pouvait pas remplacer. Et Petit, à un moment donné, je pense, en a eu marre de ces problèmes de salaire impayés pour les joueurs, des promesses non tenues. Voilà, on peut pas lui en vouloir et c'est quelqu'un qui aura toujours tout donné pour le club et qui nous aura permis de survivre, qui a donné tout ce qu'il pouvait. Donc on tire tous notre chapeau à ce grand entraîneur. De grand entraîneur, on va passer à un grand club, parce qu'on va parler maintenant de l'histoire de Boavista. Alors, on va tracer évidemment les grandes lignes, on va pas savoir revenir sur plus de 100 ans du club. Mais voilà, rappeler que le club est fondé en 1903. On parle quand même d'un club qui a de l'histoire. Et puis, voilà, rapidement, Premier club de concrètement, Porto, hein, je précise. Premier club exactement. de Porto. Attention, il va nous créer des problèmes avec cette question de date du FC Oui, tu Porto. vas, tu vas te fâcher avec les gens. Hmm. Euh, mais donc voilà, donc fondation en 1903, il y a 50 premières années plutôt anonymes comme beaucoup de clubs, et puis il y a le tournant dans les années 70. Est-ce que tu sais nous en parler un petit peu, Maxime, de ce changement? Bah, disons que c'est la première grande ère du club. C'est-à-dire que à cette époque, on remporte les premiers trophées. Enfin, je veux dire, par exemple, nos coupes. On en remporte plusieurs dans les années 70, on fait plusieurs podiums, donc effectivement c'est le début de l'ère Boavista qui devient effectivement peut-être parmi les quatre gros.
qui commence à titiller donc les trois gros clubs, mais à plusieurs reprises. C'est-à-dire que c'est pas de façon éphémère quelques années, c'est vraiment quelque chose qui commence dès le début, milieu des années 70 avec la première Coupe du Portugal qu'on gagne en 75. Et qui durera une ère qui durera à peu près 30 ans. Donc oui, les années 70, c'est un tournant, mais c'est vraiment le début d'une ère et c'est pas juste quelques saisons où on va faire quelques bonnes performances avant de s'essouffler. C'est vraiment le début d'une dynamique qui portera Boavista au plus haut niveau. Oui, donc sur cette période-là, hein, sur les années 70, effectivement, première fois que le club lutte pour le titre. Et il y a trois coupes du Portugal qui sont remportées dans les années 70. Et puis, évidemment, comme tu dis, c'est un peu une dynamique qui se construit et qui va arriver un peu à son apogée fin 90, début 2000, le fameux âge d'or Mm. de Boavista, dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Phil dans ses souvenirs d'enfance. Bah là, évidemment, je vais d'abord te lancer toi, Phil, parce que Maxime connaît l'histoire. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire de tes jeunes souvenirs de ce Boavista? Bah, ouais, et les gens vont en avoir marre parce qu'à force, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais du coup, moi, ça me fait toujours un petit pincement parce que bah, le jour où je suis né, justement, il y avait un Benfica Boavista. Donc forcément, je vois ça avec. En plus, on a gagné 4-1 ce jour-là. Donc je vois ça avec un petit pincement au cœur quand je vois la situation aujourd'hui. Mais ouais, ouais, bah, comme je te disais, pour moi, à l'époque, enfin, moi, j'ai eu la chance de pouvoir regarder du foot très jeune, très tôt, parce que voilà, mon père le faisait et il me laissait. Genre, j'avais la chance de regarder les deuxièmes mi-temps de matchs de Ligue des Champions, pendant que mes camarades, eux, ils devaient partir à la mi-temps, aller se coucher. J'avais cette chance-là. Et je me rappelle d'une équipe, quand j'étais petit, qui était relou, quoi. Avec, je me rappelle de Fresh ou de Lee, tout petit, bah, cette équipe de Jaime Paché, quoi. Même, moi, j'ai pas connu Erwin Sanchez à Benfica, je l'ai connu à Boavista. Pareil, moi, João Pinto, je l'ai connu surtout Boavista et Sporting. À Benfica, je l'ai pas connu. Enfin, du coup, j'ai pas de mémoire de ça. Euh, Ça a toujours été une équipe super relou, notamment chez elle, un peu à l'image. C'est pour ça quand tu parlais de Petit tout à l'heure, c'est à l'image du joueur, c'est à l'image de son mentor aussi, parce que les équipes de Jaime Pacheco étaient toujours relous à jouer. C'était des équipes qui étaient athlétiques, qui mettaient des coups, tu savais que tu arrivais dans un environnement hostile et que vraiment tu allais passer vraiment un sale quart d'heure. Et ils avaient tendance à avoir toujours, tu sais, une colonne vertébrale solide avec souvent un bon gardien. Bon, on reviendra sur Ricardo, savoir si c'est un bon gardien ou pas, mais un bon central, un bon milieu, un bon attaquant. Et c'était toujours des équipes reloues à jouer. Ils ont toujours eu beaucoup de joueurs importants dans le championnat. Tu vois, quand un mec comme Fari passe plusieurs années à se bagarrer avec des Edson et des Simon pour le titre de meilleur buteur, c'est que tu as une équipe qui est solide quand même. Et du coup, moi, quand j'ai grandi, c'était le quatrième gros club du Portugal. Et fort de son titre, ils ont eu notamment des parcours européens où ils ont quand même élevé haut le nom du Portugal parce que c'est un petit club de la banlieue de Porto, derrière le géant FC Porto. Réussir à aller en demi-finale d'Europa League face au grand Celtic de Larsson, qui après va aller en finale face à Porto, faut être solide, hein. Et on parle, encore une fois, tout à l'heure tu disais par rapport que c'était un des rares clubs enfin c'est un des seuls clubs hors top 3 à avoir volé le titre. On parle enfin, pour remettre dans le contexte, on parle d'une période post-arrêt Bosman, c'est-à-dire dans un football qui tend déjà vers le bling-bling avec des transferts à plusieurs millions. On ne parle pas d'un trophée dans les années 60, 70, d'un Ou autre 40 football. comme Belinench. C'est ça, c'est un football qui est déjà beaucoup plus moderne. Donc, c'est d'autant plus valorisant de réussir à aller gratter un titre face à notamment un Sporting qui est très très fort à cette époque-là, et un Porto qui, 3-4 ans après, sera sur le toit de l'Europe.
Donc, non, non, vraiment, à cette époque, pour l'avoir vécu, je sais que quand je devais jouer à Boavista, c'était chiant. Surtout que nous, à ce moment-là, on n'était vraiment pas au mieux. Ah putain, c'était horrible. Nous, on était vraiment, ouais, on était vraiment nuls à cette époque-là. Maxime, j'ai juste rappelé un peu le palmarès de ces saisons-là, puis je te lancerai un petit peu dessus. Donc dans cette période un peu fin 90, début 2000, deux Coupes du Portugal encore remportées, les deux dernières, donc ça fait cinq coupes en tout pour le club. Évidemment le titre en 2001, on va te lancer évidemment là-dessus. Et puis comme le disait Phil, des épopées européennes aussi, où Boavista a été un peu connu en Europe comme le club avec les maillots étranges. C'était un peu le surnom qu'ils ont récupéré en France, en Angleterre aussi beaucoup. Ce maillot à damier très typique, mais du coup qui a marqué les esprits. Encore aujourd'hui, quand tu vas à l'étranger et que tu parles de Boavich, t'en dis ah oui, je me souviens, les maillots où on joue aux échecs. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Oui, enfin, oui. Mais donc voilà, il y a eu toute cette C'est le épopée. surnom du club. Oui, exactement. Donc, euh, donc voilà, toi, qu'est-ce que tu sais nous dire là-dessus, même si voilà, avec ton âge, tu l'as sans doute pas vraiment vécu de l'intérieur, mais voilà, comment est-ce que toi tu vis cette histoire-là, cette période? Est-ce que tu sais nous en parler un petit peu? Eh bien, déjà, moi, je suis né en 2001, donc ça s'invente pas. Mais évidemment, j'ai pas pu forcément suivre cette saison. Je suis né après la fin de la saison, donc je peux pas dire comme si je l'avais vécu. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que évidemment, pour toute la communauté des fans du club, c'est c'est en fait c'est un titre qu'on nous enlèvera jamais. En fait, même si le club disparaît, même si on a eu toutes nos difficultés, on a eu nos galères depuis 20 ans. En fait, on a glané ce titre, on l'a mérité, on a gagné, on finit la saison avec seulement un point d'avance sur Porto. Donc en plus, on gagne le titre sur Porto. Et finalement, quand on voit toutes ces images de célébration dans la ville de Porto contre son rival, parce que c'est peut-être la seule fois de l'histoire où la ville a appartenu à Boavista et à ses supporters plus que aux supporters du FC Porto et oui, c'est des émotions qui sont incroyables. Et même moi, quand je regarde les images, c'était il y a 24 ans et ça me met des émotions parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on peut revivre un jour. Et ça montre la gloire qu'a été ce club, l'emblème du Portugal en Europe qui a été ce club parce que Boavista a eu la chance de rencontrer beaucoup des grands Européens, que ce soit lors des épopées en Ligue des Champions ou en Coupe de l'UEFA entre les années 96, 2003, 2004. En gros, c'était vraiment l'âge d'or de Boavista, où on a été également deux fois vice-champion à ce moment-là. Donc, on était vraiment un gros, considéré comme un gros, et finalement, peu de clubs ont ensuite pu avoir ce prestige. Et nous, on l'a eu pendant plusieurs années. Euh, voilà, si un jour il y avait une machine à remonter le temps, c'est évidemment une période que j'adorerais vivre en tant que supporter, enfin surtout quand on voit les difficultés actuelles. Mais voilà, quand on va au stade à Bessa, on voit ces gens-là qui ont 50, 60 ans et qui avaient 20, 30 ans quand ils ont vécu ce titre. Et depuis, ce titre leur est resté. C'est ce qui leur a fait aimer ce club et pour qui Boavista, c'est le seul club. Voilà, c'est un peu David contre Goliath à Porto. Et ce titre, c'est ce qui a fait que plusieurs générations ensuite ont continué à supporter ce club et qui fait qu'encore aujourd'hui, on arrive à avoir une communauté de fans qui est un minimum importante, du moins pour le Portugal. Donc voilà ce que je peux dire. C'est vrai que globalement, c'est une période qui correspond à la nostalgie de la communauté des fans, mais voilà, c'est un titre qui fait la fierté de tout un peuple. Et voilà. Fierté d'autant plus grande aussi que comme on l'a dit, c'est avec Belenenses le seul club qui a pris le titre aux trois grands, qui a réussi sur toute une saison rivaliser et finir devant. Donc, comme tu dis, effectivement, non seulement un titre, ça ne s'enlève pas, mais un titre comme ça, avec autant de rareté dans ce pays, c'est encore plus impressionnant et ça laissera forcément sa marque. Euh, Malheureusement, après cette période assez incroyable d'âge d'or, il y a une chute assez forte qui arrive et qui arrive très vite. On reviendra un petit peu sur les raisons de pourquoi ça s'est dégradé comme ça, mais on parle vraiment en une ou deux saisons à peine, on passe d'un club qui joue encore le titre, qui joue régulièrement en Coupe d'Europe, à un club qui est en grosse difficulté et qui ne s'en remettra jamais vraiment jusqu'à maintenant. Je propose du coup de passer à cette partie 3. Pourquoi on en est là?
Euh, on peut, avant d'entrer un peu dans le détail, dresser trois portraits, trois grands moments de ces raisons, trois raisons de cette chute. Le premier, c'est l'Euro 2004, avec le nouveau stade. Le deuxième, c'est le scandale de l'Apito Dourado, donc le sifflet doré, et du coup une chute, une rétrogradation. Et puis ben, l'ère Gérard Lopez. Voilà, ça c'est un peu les trois grands points. Euh, je vais te lancer sur l'Euro 2004. Premier point, qui n'est pas toujours le plus connu par rapport à Boavista. On parle souvent du fait que au Portugal, c'est principalement les trois grands qui sont médiatisés. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler de ce cas de l'Euro 2004 où on sait qu'en Europe, c'est quand même régulièrement le cas. Il y a eu le cas aussi en Belgique, où au final, l'organisation d'un grand tournoi, bah, en fait, s'avère beaucoup plus coûteux in fine que positif. Oui, bah alors effectivement, ce qui se passe, c'est que l'Euro 2004 est arrivé au moment de l'apogée du club. On l'a dit, le titre c'est 2001, on est vice-champion en 2003. Donc je pense que le club a vu l'Euro 2004 comme une opportunité de s'agrandir et de continuer en fait sur sa lancée. Donc à financer ce stade de l'Euro 2004 d'une à peu près 30 000 places, je crois que c'est ça, c'est 30 000 places. Ouais. Euh, donc un stade tout neuf qui a été fait pour accueillir l'Euro et le but c'était ensuite euh, que Boavista continue à rester un grand et avec une base de fans de plus en plus grande, etc. Pour pourquoi pas en fait rester sur le très long terme un grand club. Malheureusement, c'est un stade qui a coûté plusieurs dizaines de millions, je crois que c'est 80 millions si je dis pas de bêtises, et qui a complètement plombé les finances du club, puisque dès la fin de l'Euro, vers 2004-2005, on avait dû vendre déjà à l'époque en fait tous nos grands joueurs, et on avait déjà eu à l'époque donc un problème de recrutement où on n'a pas pu remplacer de façon efficace les joueurs qu'on avait dû vendre, et en fait à partir de là, ça a commencé les ennuis ont commencé parce qu'on avait ce grand stade et on savait plus trop quoi en faire parce que les résultats sportifs n'étaient du coup plus du tout au niveau parce qu'on n'avait plus l'effectif qu'on avait dû vendre. Et encore aujourd'hui, une grande partie de nos dettes est due à ce stade. On n'a pas fini de rembourser. Malheureusement, ça fait 20 ans, mais il nous a coûté tellement cher pour aucune retombée, puisque finalement, 2004, c'est donc le début aussi du déclin sportif et économique. Donc, le stade est arrivé à un moment donné où on s'est vu trop grand, sans doute, et il nous a coûté beaucoup trop cher et je pense qu'on s'est vu pour le coup trop, bah oui, trop grand, trop. On a voulu aller trop vite sans doute et on le paye encore aujourd'hui. Toi, Phil, qui a un peu connu cette époque-là, même si tu étais quand même encore jeune, est-ce que tu te souviens, peut-être pas forcément tout de suite à ce moment-là, mais dans les années qui suivent, de l'impact qu'a pu avoir justement cette décision d'agrandir le stade trop vite, trop grand, peut-être alors que les fans ne sont pas encore assez soudés derrière, ou que potentiellement il n'y a peut-être pas la place pour avoir autant de supporters dans une ville où il y a déjà le FC Porto qui en compte autant. Est-ce que tu te souviens que c'était quelque chose qui était abordé déjà plus ou moins là-dessus, ou c'est vraiment avec le recul qu'on se rend compte du problème de la situation? Non, je pense pas. Enfin, du moins, moi, à l'Euro, j'ai 10 ans, donc je vois le foot euh, classique. Même tout cet aspect tactique qu'on aborde aujourd'hui, j'y touchais moins. Je connaissais bon, tous les joueurs et je regardais les matchs, mais pas enfin, d'un œil d'enfant, pas comme aujourd'hui. Mais même en prenant du recul, je me dis que bah, c'est la suite logique en fait. Le club est en expansion depuis déjà depuis les années 70. C'est un club qui, tu sais, qui est chiant à manœuvrer, qui jusqu'aux années 2000 va faire partie du panorama du football portugais. Année 2000, c'est l'apogée. Il y a le titre, il y a des participations à des Coupes d'Europe, en Ligue des Champions, en Europa League. Il y a des rencontres de gala contre des mastodontes européens. Euh, il y a des gros effectifs, il y a des gros joueurs. Tu te dis, bon, bah, enfin, c'est 2 ans, je crois. C'est 2 ans après la demi-finale d'Europa League. Donc, 1 ou 2 ans, je crois. Donc, non, 2003, ouais, donc c'est un an.
Donc tu dis, bah, c'est la suite logique pour pouvoir grandir. On fait un nouveau stade, on profite de l'argent de l'UEFA pour faire un gros stade. Peut-être que le projet du stade en termes de coût était peut-être trop ambitieux. Euh, le problème est que je pense soit ça a été très mal travaillé de la part de l'organisation, soit c'est les architectes qui étaient trop gourmands. Mais dans un pays comme le nôtre, on a eu le stade de Beira-Mar, donc à Aveiro, à l'abandon. Celui de Faro, de base aussi, il aurait été à l'abandon s'il n'y avait pas 4 fois dans l'année des matchs de la sélection. Quasiment personne n'y va. Leiria, ça a été maintenant depuis peu rattrapé, mais il y a un moment aussi où c'était n'importe quoi. Donc il y a eu 4-5 stades qui en fait, à part les quatre grands, le reste, ça a quasiment été que du négatif en termes financiers. Donc, c'est un, c'est un tournoi qui a beaucoup rapporté en termes de visibilité et c'était une très grande fête. Mais financièrement, tant pour le pays que pour les clubs hors quatre grands, bah, ça a été terrible financièrement parlant. Braga a pu capitaliser dessus parce que ça arrive à un moment où ça commence à stabiliser et Salvador fait du très bon boulot. Et au final, tu vois que le stade n'est pas complètement fini parce que de base, il devait avoir une cascade d'eau. Au final, il n'y a pas assez d'argent pour le faire. Donc ça reste comme ça. Et pendant longtemps, il me semble que il y avait question de est-ce que on enlève le rocher et on met des tribunes classiques. Je crois que dernièrement, il a eu un projet de construction de stade de Primet Maï, donc peut-être qu'ils veulent changer. Mais c'est très symptomatique des problèmes qu'on a au Portugal. Et aujourd'hui, ça, plus le deuxième point que tu as avancé, qui est, je pense, le coût de massue, euh, fait qu'aujourd'hui, voilà, on est dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Euh, Aussi noter que dans ces problèmes financiers qui ont été créés par ce stade, il y a aussi une partie du soutien financier qui n'a pas été fourni par l'État portugais, qui avait promis une certaine somme d'investissement pour soulager aussi le club, qui n'est jamais vraiment venu, même si c'est toujours un petit peu flou et que c'est compliqué d'avoir des informations là-dessus. Mais le club a quand même souvent parlé de ça, du fait que bah voilà, il n'y avait pas eu le soutien financier qui avait été promis et qui du coup n'a pas non plus aidé le club à pouvoir étaler un petit peu ce paiement et qui explique, comme tu le disais, Maxime, que bah, en fait le club doit toujours rembourser Mm. ce stade parce qu'il finalement en fait il a dû supporter plus que ce qu'il avait prévu de base. Déjà sans doute effectivement le fait que le stade a sans doute coûté trop cher par rapport à ce qu'il aurait dû, mais qu'en plus, ben, dans les plans financiers qui avaient été établis, il n'était pas prévu de devoir supporter cette manne qui finalement n'est pas venue de l'État. Donc, euh, donc voilà un gros trou à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter un peu sur ce stade. Moi, plus personnellement, pour y avoir été, c'est vraiment un beau stade, mais on sent que c'est un stade beaucoup trop grand pour le club, en tout cas forcément récemment. Mais je trouve que c'est difficile, même quand on est dedans, de s'imaginer que ce stade de 30 000 places pouvait sur le long terme être garni et plein dans une ville qui est autant euh, adonnée à l'autre grand club de la ville. Là où Boavista, d'ailleurs, bah voilà, Bah, pas c'est le nom d'un tellement, hein. quartier. Parce que nous, je sais que c'est. Alors, moi, j'ai jamais été personnellement, mais c'est un des stades où on aime le plus aller parce qu'il y a énormément de Benfiquistas dans le nord. Forcément, tu ne peux pas remplir le Dragon parce que pour des raisons de sécurité et juste de vouloir rester en vie, tout simplement. Mais Nubes, bah, c'est pas rare de voir des matchs où il y a beaucoup de Benfiquistas répartis un peu partout. Et à chaque fois qu'on y va, nous, c'est toujours rempli, rempli. Je pense au but de Jonas sur la passe de Carcela qui nous emmène droit vers le titre, où
c'est une des meilleures à chaque fois, c'est un des meilleurs déplacements que les gens font et ils adorent aller nous Loubès parce que c'est un beau stade, parce que 30 000 places, bah, si eux ils viennent pas, nous, comme il y a beaucoup de gens dans le nord, bah, ils vont venir. Donc ça Ouais, mais permet de faire du un coup, mini Stadio da Luz, tu vois. ouais, mais du coup, tu dépends beaucoup de contre qui tu joues. Parce que là, du coup, Ah oui, le stade se remplit par l'adversaire et pas, enfin, par moi je parle l'adversaire de évite. mon prisme. Oui, Je c'est parle de ça. mon prisme à moi, Ouais. bien sûr que malheureusement, mais je pense aussi que, enfin, comme nous l'a dit Maxime en off, si la situation, elle est, genre, si tu es au bout du rouleau, tu peux adorer ton club, tu vois. Si même moi, avec Roger Schmidt, j'en avais marre, j'imagine pas lui, dans ce contexte-là, tu es obligé de te déconnecter, parce que ça te fait du mal à ta santé, en fait. Que ce soit mental ou émotionnel, tu souffres. Donc je peux comprendre de prendre un peu de recul. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi, Maxime, sur ce point Bah, concernant le stade, en fait, je trouve que c'est une position qui est très nuancée dans le sens où je pense que je peux comprendre les dirigeants à l'époque qui ont voulu faire ce stade de 30 000 places. Certes, c'est beaucoup 30 000, mais je pense qu'ils ont essayé de trouver une sorte d'équilibre entre un stade qui est assez grand pour l'Euro, donc 30 000 c'est un minimum, et un stade qui pouvait pas paraître vide si Boavista continuait sur sa lancée. Je dis pas que il aurait réussi à faire 30 000 chaque semaine, c'est pas du tout ce que je suis en train de sous-entendre, mais je pense que club comme ça, imaginons dans un monde parallèle, Boavista n'avait pas de problème financier et depuis 20 ans restait un des quatre gros et était devenu un des quatre gros. Je pense que c'était pas déconnant d'imaginer une fanbase qui soit très importante. Évidemment pas au niveau du FC Porto, mais je pense que ça n'aurait pas été déconnant d'imaginer 15-20 000 personnes de façon régulière, pas forcément à chaque match, mais voilà, ça c'est dans un monde parallèle. Les résultats sportifs font qu'aujourd'hui on a un club, j'allais dire de milieu de tableau, mais là de fin de tableau. Mais sur les dernières années, c'était plus deuxième partie de tableau, mais on arrivait à obtenir une moyenne de 5 000, 6 000 personnes, ce qui n'est pas énorme, hein, ce qui est même assez peu, mais pour le Portugal, c'est quand même une moyenne qui, par rapport aux autres clubs hors les trois gros, est plutôt bien. 6 000 places dans une ville où, bah, comme tu l'as dit, c'est le FC Porto qui domine tout, et notamment les fans. Donc c'est pour ça que le stade, je dirais pas que il était inutile à l'époque. Je peux comprendre la position des dirigeants qui ont vu en fait là une opportunité de passer un cap énorme, certes, qui a coûté sans doute une partie de la vie du club, mais voilà, je pense qu'à l'époque c'était un pari qui aurait pu faire que Boavista avait prenait une autre envergure en fait en prenant ce stade que moi je trouve effectivement très beau. C'est vraiment un très grand stade qui est niché dans la ville. Enfin moi je le trouve vraiment incroyable. Voilà, maintenant les résultats sportifs font qu'évidemment il ne peut être rempli à part comme l'a dit Phil contre Benfica, contre Porto, contre le Sporting, il est rempli et d'ailleurs ça nous fait des rentrées d'argent donc c'est pas mal mais non, sinon de toute façon, on ne pourrait pas le remplir. Et aujourd'hui, si on prend le regard de 2024, évidemment, on se dit que le stade est une aberration et on regrette. Maintenant, maintenant voilà, je me dis qu'à l'époque, c'était un pari peut-être à faire et qui a été perdant. Oui, qui a été perdant, mais qui a été perdant peut-être aussi avec autre chose qui arrivait aux mêmes années. C'est le deuxième point que j'ai cité tout à l'heure et dont on va pouvoir parler ici. C'est le fameux scandale de l'Apito Dourad, qui arrive aussi à ce moment-là, en fin 2004, si je ne dis pas de bêtises, tu me corriges si je me trompe, mais C'est ça. qui éclate un peu plus tard, mais qui date de 2004, mais qui est un peu dans la suite. Est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu ce que c'est ce fameux scandale qui n'a pas éclaboussé que Boavista, mais c'est principalement Boavista qui a pris. Oui, alors honnêtement, je suis vraiment pas trop spécialiste de ce sujet. Enfin, je connais juste les bases. Je sais juste que c'est quelques affaires de corruption sur certains matchs et c'est une enquête qui a surtout duré très longtemps. En réalité, elle a duré 3-4 ans. Donc, en fait, finalement, pendant toutes ces années, Boavista avait déjà des problèmes financiers et est entré englué dans cette histoire. Donc, c'était juste un cercle vicieux, en fait, à partir de 2004, où il y a eu ces deux bombes, en fait, qui sont arrivées sur le club. Et donc, avec cette affaire
de corruption qui a mené à la rétrogradation du club je crois que c'était la 4e division, quelque chose comme ça. Et donc ça a été le dernier coup de massue en fait entre les dettes qui ont été accumulées avec la construction du stade et cette affaire où judiciairement on a été condamné. En fait, de toute façon, le club ne pouvait plus s'en sortir à partir de ce moment-là parce que tout était contre eux quoi. Après, je veux dire, la corruption elle est pas arrivée comme ça. Hein. Quand je dis tout était contre eux, c'est une façon de parler, mais voilà, effectivement, en fait, c'est un coup du, je sais pas, un coup du sort, un coup du hasard, pas forcément, mais en tout cas, voilà, l'année 2004, c'est plutôt une année noire pour notre club où on a eu des difficultés qu'on n'a jamais pu surmonter et que 20 ans après, on paye encore et on va continuer à le payer, et ça, c'est certain. Euh, Connaissant Phil et connaissant le fait que dans ce fameux scandale, regarde, il sourit déjà, parce que dans ce scandale, il y a un rival qui était cité, le FC Porto notamment. Mm. J'imagine que lui, il a quelques petites informations là-dessus et qu'il va nous prendre un malin plaisir à nous les expliquer. Non, parce que moi j'ai toujours essayé de me mettre de côté sur tout ce qui est juridique et extra football. J'aime beaucoup parler de ce qui se passe sur le terrain et pas trop en dehors. Et surtout, forcément, moi je ne serai pas objectif parce que forcément voilà, pour moi, il y a des coupables. Maintenant, voilà, moi j'ai toujours grandi avec les Lauderdale comme président, donc père et fils. Le père était un président de Porto, tout simplement, qui savait avoir les bons arguments pour parvenir à ses fins, peut-être bien chapeauté par son voisin rival qui était le parrain en vrai, hein, le patron. Son fils aussi n'était pas en reste. Euh, mais pour moi, j'ai toujours vu plus de preuves accablantes contre le FC Porto que face à Boavista. Maintenant, je pense que la grandeur du club, les possibles très bons avocats de Pindacosta ont fait en sorte que le FC Porto n'écope que de quelques points. Je ne saurais pas te dire exactement, mais il me semble que c'était genre 5 ou 10 points. Mais ils l'ont enlevé en cours de saison, d'une saison où ils avaient genre 15-20 points d'avance. Donc, pas du tout, forcément, pas du tout lésé par ce genre de sanctions. Et à un moment où le FC Porto est vraiment trop fort. C'est-à-dire qu'au Portugal, c'est largement la meilleure équipe du pays. Et bah, c'est une équipe qui vient de faire back-to-back Coupe du FA, Ligue des Champions. Donc, qui a une place importante en Europe. Donc je pense qu'à ce moment-là, au Portugal, ils sont intouchables. On sait très bien que la justice portugaise, si tu as du pouvoir et de l'argent, bah, en vrai, ça passe. C'est le cas avec les politiques et c'est le cas avec le monsieur qui a volé beaucoup d'argent dans les caisses de mon club, que je ne citerai pas, mais avec une énorme moustache. Et au Portugal, moi, aujourd'hui, malheureusement, enfin, ça a toujours été comme ça. On est un pays qui, il n'y a pas y a pas de problème avec la corruption tant que c'est des gens qui ont du pouvoir. Et je pense que Boavista a été lésé dans cette affaire plus que le FC Porto. Est-ce qu'ils ont été plus impliqués ou pas? Malheureusement, ça, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Maintenant, il est clair qu'il y a eu des écoutes des deux côtés et que voilà, ce que faisait Pinda Costa, je pense que Valentino Lodey faisait presque plus ou moins la même chose. Je sais qu'il y avait des écoutes aussi de sa part, pour l'histoire de matchs arrangés ou avec les arbitres, ou alors que Pinda Costa, j'avais vu des écoutes aussi où genre il demandait d'arranger les matchs de Boavista bah, contre Sporting et Benfica. Donc, mais non, après, comme je te dis, c'est de l'extra sportif. Le problème, c'est que là, forcément, ça a entraîné la chute d'un club. Mais tu vois, Porto, qui a eu une longue affaire, ça n'a jamais été trop un problème pour eux. Nous, pareil, on a eu plein d'affaires juridiques. Ça n'a jamais trop rien donné. Comme City n'est pas inquiété par les 165 chefs d'accusation parce que voilà, tu as de l'argent, tu as de quoi bien te défendre, tu as de l'influence. Donc, il va pas t'arriver grand-chose, hein.
Euh, Effectivement. On a noté aussi que Leiry a aussi écopé de sanctions dans cette affaire-là, mais de courtes sanctions, un peu comme le FC Porto. Et donc, bah voilà, comme l'a dit Maxime, rétrogradation après cette affaire, mais retournement de situation en 2013, avec la justice qui finalement va annuler un peu cette rétrogradation. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de cette remontée, Maxime, si tu as quelques infos sur cette remontée un peu express, quoi, du club qui annule sa sanction. Oui, mais je j'ai pas trop de détails. Je sais juste que à l'époque, je sais plus si on est en troisième ou seconde division, mais en fait, c'est vrai qu'après, c'est des décisions qui amènent des conséquences assez lunaires où sportivement, on remonte pas en première division, mais judiciairement, ils nous remettent en première division. Enfin, forcément, après, ça bouscule complètement l'équilibre du club. Mm. Et enfin, c'est vrai, forcément, quand on parle de ça, mais enfin, c'est lunaire en fait comme truc. On est je sais plus si on est en troisième ou seconde division à l'époque, Non, parce si qu'on était vous êtes remonté de la vous êtes en quatrième, ça c'est troisième parce sûr. que je Et crois, parce que c'est vous et Gilles ouais, Vicente. Et d'ailleurs, je vous trouve très fort parce que moi, pour moi, quand vous remontez, je me dis les deux là, ils remontent, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas les équipes. Parce que il me semble que vous êtes. Alors, je sais plus si ouais, vous êtes les deux en troisième division ou s'il y en a un en deuxième et l'autre en troisième. Mais je sais que vous remontez avec Gilles Vicente parce que pareil, ils sont promus de manière administrative. Et pour moi, je me dis, mais ils vont jamais avoir les moyens de se maintenir. Et au final, bah, jusqu'à aucun des deux n'est redescendu. oui, c'est complètement un exploit. Enfin, c'est le genre de décisions qui ont quand même amené des conséquences importantes. Maintenant, effectivement, on a réussi à se maintenir jusque-là, mais enfin, pour les gens qui suivent pas le championnat portugais depuis une dizaine d'années, on n'a jamais retrouvé notre prestige. Enfin, on s'est jamais requalifié pour une quelconque Coupe d'Europe. On n'est jamais redescendu, effectivement, aussi, hein. Mais voilà, on a toujours végété en milieu de tableau entre la septième et la 15e place, quoi. Donc, on est redevenu un club moyen à ce qui stagne en fait, que ce soit sportivement, on stagne au niveau de la communauté des fans, c'est pareil. Enfin, malheureusement, en fait, cette communauté depuis 20 ans, elle a énormément baissé. Elle reste toujours une petite base qui nous permet d'avoir une certaine influence quand même à domicile, mais voilà, les résultats sportifs depuis une dizaine d'années font que finalement ce sont les anciens qui supportent le club et on a un petit peu du mal à renouveler la génération. Mais après, voilà, effectivement, quand on voit le contexte dans lequel on est remonté, est-ce qu'on pouvait faire beaucoup mieux avec les dettes qui étaient encore là depuis des années? Bon, franchement, ça, c'est une question auquel on peut pas répondre, mais je pense que dans tous les cas, ça aurait été difficile de retrouver une sorte de prestige après cette affaire avec toutes les dettes sur le dos. Tu as parlé, après cette remontée, effectivement, des équipes qui stagnent un peu à tout niveau, hein, financièrement, sportivement, etc. De fil en aiguille, ça va amener l'arrivée d'une certaine personne à la tête du club, au troisième point aussi de cette raison de pourquoi on en est là. L'arrivée du bienheureux, mais triste pour les supporters, Gérard Lopez. Mm. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette arrivée, sans trop t'énerver? Je sais que ça va être dur. Mais voilà, est-ce que tu peux un peu nous parler voilà, dans quel contexte est-ce qu'il arrive? Quelles sont les fameuses promesses qui l'amènent? Et en gros, comment ça se passe? Est-ce que c'est catastrophique tout de suite? Est-ce que ça se dégrade petit à petit? Voilà, parce que tout le monde n'a pas forcément suivi depuis la reprise. Je crois que tout le monde maintenant sait que la gestion est catastrophique sous Gérard Lopez, mais comment est-ce que ça se passe au moment de la reprise, etc. Bah, c'est-à-dire que quand il arrive, il nous fait du Gérard Lopez, mais comme il a fait dans tous les clubs où il est arrivé. Je veux dire, ça a toujours été la même chose. C'est-à-dire, ça a toujours été, j'arrive en tant que sauveur, je vais vous éponger les dettes, je serai votre bienfaiteur. Mais en réalité, c'est un discours qu'il a eu dans tous les clubs où il est allé. Et Bordeaux, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a repris Bordeaux et Boavista et il est arrivé avec le même discours pour les mêmes conséquences. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez terrible. Enfin, je veux dire, il est arrivé en nous expliquant qu'il allait redorer le blason, etc. Mais enfin, en fait, il a jamais mis les moyens pour. C'est-à-dire qu'il a mis un petit peu d'argent, mais
En attendant, les dettes ont continué à s'accumuler et tout à l'heure, je vous ai parlé des interdictions de transfert, etc. Et en fait, à partir du moment où il est arrivé, on est très vite arrivé à cette situation. En fait, c'est-à-dire que la situation, il ne l'a jamais améliorée. Il a juste permis un sursis. En fait, il est arrivé, il a mis de l'argent. Certains supporters ont cru euh, que la situation allait s'améliorer, etc. On a eu un ou deux mercato où il a recruté certains joueurs et comme je l'ai dit, le mercato à l'époque était plutôt bien. Enfin, il y a 3 ans, des joueurs comme Bosnik, où on a eu quelques jeunes comme Moraïch, etc., qui ont permis de laisser le club à flot. Mais en réalité, si le club existe encore, c'est clairement pas grâce à lui, c'est grâce aux joueurs qui ont tout donné, c'est grâce à Petit, comme on l'a dit. Mais je veux dire, lui, il a toujours eu des fausses promesses, mais à chaque fois économiques, de dire ça va s'améliorer. Je vais réussir à redorer le club, etc. Vous allez avoir des mercatos, que ce soit l'hiver, l'été, hein, on a eu à chaque fois les mêmes messages. Bon, et puis à chaque fois, on n'a jamais pu recruter parce que je pense qu'il vit dans un autre monde. Enfin, cet été, il a voulu vendre le club, mais je veux dire, vu les dettes qu'a le club, on peut juste le donner, le club, on peut pas le vendre. Et lui, cet été, il voulait vendre le club en expliquant qu'il voulait pas perdre d'argent sur le club. C'est-à-dire qu'il voulait vendre le club au prix euh, que lui a laissé dans le club. C'est-à-dire, je sais plus, 20, 30 millions, quelque chose comme ça, qu'il a investi dans le club et il a dit, bon, bah, moi, je vais les récupérer. Donc, je vends le club 30 millions. Mais enfin, on vend pas un club qui est surendetté, qui est sportivement mauvais, qui est interdit de mercato à 30 millions. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Et résultat, à force d'avoir quelqu'un comme ça qui vit dans un autre monde, hein, parce que c'est un petit peu ça. Je veux dire, à Bordeaux, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, on n'apprend rien là sur le personnage. Euh, et bien du coup, le club continue à couler parce qu'on n'a pas eu de repreneur, parce que forcément, ils demandent des prix qui sont complètement aberrants et qu'en réalité, quand on laisse un club comme Boavista, il faudrait juste qu'il le donne et même qu'il me remette un petit peu d'argent. Je veux dire, il y a eu beaucoup de problèmes de salaire l'année dernière. Il y avait eu des grèves des employés. Enfin, c'était quand même catastrophique. Je veux dire, il y a des salaires qui n'ont pas été payés pendant 6 mois, que ce soit les joueurs, les employés. Enfin, c'était une situation qui était plus tenable et ça fait partie des raisons pour lesquelles Petit a dû partir, ça fait partie des raisons pour lesquelles certains joueurs ont aussi voulu partir, enfin, parce que les joueurs, ils ont beau avoir l'amour du public, ils ont beau avoir une cohésion entre eux, à un moment donné, les salaires impayés, les fausses promesses, ça suffit, quoi. Et on peut tout à fait les comprendre, et en réalité, c'est lui le principal responsable. Donc voilà. Pour faire un petit résumé court, c'est à peu près ça. Euh, Comment est-ce que vous voyez le fait qu'il reste encore au club alors que manifestement enfin, il n'y investit pas, que manifestement il n'a pas de volonté propre de réellement relancer le club? Comment est-ce que vous voyez le fait qu'il... Bon, après, tu as dit ici qu'il essaie de le revendre, mais à un prix aberrant, mais comment est-ce qu'on explique... comment est-ce que vous voyez le fait qu'il n'y a pas eu de volonté de le revendre, ou de passer le flambeau, même si ici, je ne sais pas si tu relis, mais il me semble que c'est Farify qui est le président, mais c'est toujours géré par Gérard Lopez, mais comment est-ce qu'on explique un peu cette situation un peu ubuesque où il laisse couler le club sans rien faire? Ah, En fait, c'est une question que je pense que tout le monde se pose en réalité, hein. Mais tout le monde se pose, mais pas qu'à Boavista. Moi, je pense à Bordeaux aussi. Enfin, mais tout le monde pose cette question. Enfin, je veux dire, c'est une question qui a pas de réponse, mais parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'il vit pas dans la même planète. C'est-à-dire que pourquoi il laisse pas le club? Parce qu'en fait, il ne veut pas perdre d'argent et qui sait qu'aujourd'hui le club, il peut que le donner gratuitement. Donc ça, il ne veut pas. Il veut récupérer les millions qu'il a investis dans le club. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, il préfère que le club reste comme ça. Mais enfin, c'est en réalité, je pourrais pas répondre spécifiquement à la question, étant donné que personne n'a la réponse à part lui, en fait. Donc, on est dans une impasse. On est dans une impasse où il ne veut pas lâcher le club sans pour autant réinvestir et il laisse couler, quoi. Il laisse couler sans qu'il y ait de véritable changement, sans réinvestir non plus, parce que voilà, même cet été, il a pas voulu payer pour qu'on puisse réinscrire des joueurs. Bien qu'il ait menti pendant 2 mois sur ça, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Enfin, à la limite, on a l'impression que c'est pathologique à la fin. Donc, Oh, ça l'est, oui. Ça l'est complètement. Moi, je pense que la réponse, c'est parce qu'on a affaire à un mégalomane complètement déconnecté. À mon avis, c'est juste que voilà, pour lui, c'est un jouet. Il fait la même chose avec Bordeaux. Dans l'état, enfin,
quand on voit comment ça a fini Bordeaux jusqu'à descendre et à jouer des matchs contre le, le Poiré-sur-Ville et des trucs comme ça, enfin, avec tout le respect, hein, mais enfin, quand on voit la grandeur du club qui est le Bordeaux et veut voir des matchs comme ça de National, National 2, je crois, Mhm. c'est affligeant. Mais le problème, c'est que c'est des choses qu'on retrouve chez beaucoup de propriétaires. Quand on voit le Nîmes Olympique aujourd'hui, juste parce que le monsieur ne veut pas lâcher l'affaire. Alors, à un degré moindre, par exemple, Nantes. Nantes, aujourd'hui, ça appartient au Kita. C'est mal géré. Bon, ça reste en Ligue 1, parfois on ne sait pas trop comment, mais ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Et c'est juste parce qu'on a affaire à des présidents propriétaires qui ont de l'argent, qui ont investi, ils disent voilà, c'est mon joujou, les supporters, je m'en fous complet. De toute façon, ils m'aiment pas, je les aime pas. Et en fait, pour eux, c'est un jouet, c'est tout. Donc, ils ne pensent pas que il y a des gens qui donnent énormément pour le club, que ce soit des salariés, des supporters, des gens pour qui le club c'est la vie et que si il va dans les bas-fonds, euh, ça va être terrible pour eux émotionnellement parlant, mais qui vont pas lâcher le club. Alors que lui, demain, il lâche le club, fin, on va l'oublier. Ou si on s'en rappelle de lui, ce serait que pour les mauvaises raisons. Et les clubs, les supporters seront toujours là pour le club. Donc moi, je pense que c'est juste un gars qui est mégalo, voilà, et pour lui, c'est un espèce d'enfant gâté qui a un jouet entre les mains, et il veut pas le lâcher. Et tout ce qu'il a fait, tous les clubs de football qu'il a eu ont coulé. Donc soit le type ne connaît absolument rien au football, soit il est mal entouré, soit les deux, ce qui est probable d'ailleurs. Et c'est juste, il faut arrêter de lui donner un club de football à ce monsieur, ou quelconque enseigne sportive. Stop, stop, je ne sais pas dans quoi il a fait fortune, mais arrêtons ça, parce qu'il a fait tout couler. Il y a des gens qui en souffrent. C'est vrai que là, notre Maxime, est-ce que... analyse pour nos auditeurs, elle pourrait paraître un petit peu simpliste où on critique juste l'homme, mais voilà, je Il y pense a qu'il faut bien trois. comprendre que ce qu'on dit, c'est la vérité et que le problème, il vient de lui en fait. Et en fait, on pourrait dire oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, etc. Mais en réalité, non, c'est pas plus compliqué que ça. On est juste face à quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent, qui ne sait pas gérer un budget, qui ment tout le temps et qui ment pathologiquement et qui a réussi à embobiner les supporters, qui a réussi à embobiner les salariés partout où il est passé, parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Il y a juste là à entendre Adil Rami, voir comment il en parle de Boavista, qui dit que c'est un très Mm. bon club, que les gens au club sont super, Mm. juste que c'est mal géré, que les gens n'étaient pas payés. Il faut juste écouter les Mm. gens qui sont passés par là et les gens comprendront. Et euh, puis, il faut voir comment les joueurs sont traités aussi. Enfin, je fais juste une petite aparté sur ça, hein. Mais ouais. c'est une catastrophe, hein, comment les joueurs sont traités. Moi, je pense à Robert Bosnik l'année dernière, qui au mercato de février, on lui a dit, en fait, on va te vendre parce qu'on a besoin d'argent. Bon, ce qui est plutôt un argument qui se conçoit, même si à l'époque, sportivement, on était vraiment dans une mauvaise passe. Et voilà, selon les infos que j'avais vues, il devait aller au FC Séville. Il prend l'avion pour aller à Séville. Il va à Séville et puis finalement on lui dit non parce que non, tu restes. En fait, tu restes parce qu'on a besoin de toi. Et ça, je sais que le joueur l'a pas digéré. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur ses performances, hein, parce que ça a été un super neuf pendant les 6 premiers mois l'année dernière. Complètement. Et ensuite, il a malheureusement plus beaucoup de stats. Et, Ouais. et lui, c'est vraiment le pire exemple de comment on a maltraité un joueur. Enfin, je veux dire, comment on traite quelqu'un comme ça, qui est en l'occurrence un employé qui a beaucoup donné pour le club en plus. Et on joue avec lui, en fait. On joue avec lui, on joue avec ses nerfs, on joue avec son salaire, accessoirement, Sa parce qu'à carrière. Séville, ça aurait pas été le même. On Tu joue peux avec sa bousiller une carrière, carrière parce aussi. que, parce que tu peux bousiller une carrière. Et on peut pas jouer avec les joueurs comme ça. Et on pense aux joueurs, on pense aux salariés qui n'ont pas été payés, mais les salariés, ils n'avaient pas un grand salaire. Donc, quand on gagne un modique salaire, 6 mois de salaire. Enfin, on peut pas se permettre de s'en passer quand on a une famille. Et sauf que ça, il y pense pas, lui, il les a pas payés, les salaires. Et même pour les joueurs, enfin, après, c'est une question de principe. Peu importe le niveau de salaire, on paye les salaires, quoi. Et, et pas, et surtout quand c'est de façon systémique, des retards pendant des années. Et que, en plus, après, quand les joueurs veulent partir, on les maltraite, quoi. On les maltraite et on les respecte pas et on les voit juste comme une personne qui va nous rapporter de l'argent, mais si le prix nous convient pas trop, etc., et ben on dira oui, et puis en fait, ça sera non. Enfin, voilà. C'est vraiment l'état d'esprit du club.
Est-ce que, Maxime, tu penses que, oui, être une solution, mais est-ce qu'en cas de bascule à l'échelon inférieur, tu penses que Gérard Lopez pourrait quitter le club, pourrait revendre le club, ou qu'il est dans une démarche de tant qu'il rentabilise pas ses 30 millions, il restera? En toute honnêteté, moi, pour avoir... Alors, en fait, vu que je suis pas dans sa tête, moi, la seule chose sur laquelle je peux me baser, c'est ses expériences passées. Donc, je me base sur Bordeaux, donc ça me fait peur. Voilà, tout simplement. Parce que on est face à quelqu'un qui est tellement têtu que si on descend en D2, après, déjà, financièrement, je vois pas comment on peut tenir, en fait. On peut pas descendre en D2, là. Enfin, parce que de toute façon, on va mettre la clé sous la porte. Enfin, là, il y a pas d'autre solution. Donc, dans ces cas-là, soit on met la clé sous la porte et forcément, bah, il part. Soit on reste en D2, mais si on reste en D2 et qu'on survit, il va falloir qu'ils mettent la main au portefeuille. Et clairement, je veux dire, là, il va pas falloir juste sortir 100 000 balles, quoi. Et ça, j'y crois pas forcément non plus. Donc en fait, moi, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, à quelle sauce on va être mangé. On va être mangé, c'est sûr. Maintenant, comment? Je sais pas. Est-ce qu'on va déposer le bilan ou quoi? Mais je vois pas une solution miracle où il accepte de céder le club gratuitement à quelqu'un qui viendrait nous mettre un gros chèque alors qu'on est en D2. Je pense sincèrement que si on est en D2, notre chances de se disparaître sont plus que majoritaires. Je ne nous le souhaite pas, mais sportivement, je pense que ça va être très difficile de ne pas descendre. Malheureusement, voilà, on n'a pas l'effectif pour, on joue avec des jeunes. Enfin, c'est pas une situation optimale, donc je pourrais pas vraiment répondre à la question, mais en tout cas, il va pas nous faciliter la tâche, ça c'est sûr. Il ne l'a jamais fait avec aucun club, donc il va pas commencer avec nous. Tu as un petit peu parlé de la suite, ça nous permet de passer à la partie suivante. Donc, un peu parler des perspectives, justement, tu en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais aussi avoir l'avis de Phil en cas de descente, ce qui se passerait. Je vais d'abord demander à Phil, parce que je sens que toi, tu n'es pas très confiant sur la suite. Phil, quelles peuvent être pour toi les perspectives, on va déjà dire, à l'horizon de cette fin de saison? Quelles sont les chances? Je ne vais pas te demander si tu penses que Boavich va se sauver ou pas, mais quelles sont les chances qu'il réussisse à se sauver selon toi? Malheureusement, je vais pas être très confiant parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, de par l'effectif légèrement limité, il y a peut-être allez, 5-6 joueurs qui peuvent avoir le niveau. Mais c'est d'ailleurs les, les cadres de l'équipe que tu as cité tout à l'heure. Le reste, ça me semble léger et surtout, je vois les, les, les adversaires qui sont en concurrence. Je les trouve quand même mieux armés, alors que ce soit certains sur le banc, d'autres c'est juste au niveau de l'effectif. Ça me semble compliqué sportivement de sortir de cette panade, surtout dans le contexte que dans le contexte qu'on connaît. Donc là, tout de suite, à la fin de la saison, malheureusement, alors pourtant, comme je dis, moi j'ai vu que 3 matchs, c'est face au gros, forcément. Mais contre Sporting, ils font un gros match. Contre Porto, ils prennent 4-0, mais c'est là-bas. Et voilà, c'est un match de Rodrigo Moura qui, qui marche sur l'eau ce jour-là. Mais ça me semble léger, malheureusement, sportivement, pour pouvoir se sauver. Ouais, moi je vais aller dans ton sens. Je dirais quand même mettre une réserve. En fait, moi, ma réserve, c'est plus je vois difficilement le club être capable de gagner. Je pense que ne pas perdre, c'est possible. Ils ont montré un esprit de corps incroyable, même la saison passée quand ça n'allait pas. Moi, je me souviens que la saison passée, j'avais suivi le match, je crois que ouais, c'est en Coupe du Portugal, où vous êtes éliminé, Maxime, au premier tour, au tir au but par, je crois que c'est Leiria, il me semble, et où Non, c'est en Coupe de la Ligue. C'est en Coupe de la Ligue, ouais. Coupe de la Ligue, c'est ça, et où Leiria vous marche Ouais. dessus tout le match, et tout le match. Et Mm. je crois que vous êtes éliminé au péno, mais vous arrachez les pénaux en fin de match, quelque chose comme ça. Et Mm. où je vois ce match-là et je me dis, bon, c'est fini. Boavich, ils descendent à tous Mm. les coups cette saison. Et puis la saison commence et tu fais 16 sur 18. Et tu joues Ouais, incroyablement bien. Et je me suis dit, mais c'est fou. Alors, je savais bien que on se doutait bien tous que ça n'allait pas durer.
Mais je me dis, mais comment est-ce possible quand c'était quoi, 3 semaines entre le début du championnat et ce match-là? C'est pas possible, c'est pas la même équipe. Et puis même quand on sent que ça devient difficile, comme t'en as parlé hein, en février, plus ou moins au tournant de la nouvelle année, où on se dit, là c'est à nouveau cataclysmique le niveau de jeu, ils vont pas s'en sortir, ils vont pas réussir à tenir en fait leur avance. Et au final, si tu as des matchs où tu vas accrocher une victoire, tu vas accrocher des points importants, donc moi, cette force de résilience, cette capacité à se transcender en tant que groupe, je trouve par exemple que le fait alors autant un Seba Pérez, il est sur sa fin de carrière, donc il n'a pas grand-chose à espérer pour la suite. Quel intérêt il pourrait réellement avoir? Il n'a pas un intérêt sportif spécifique d'aller voir ailleurs qu'à Boavista. Mais quand je vois un Rodrigo Abascal, pour moi, il peut avoir sa place dans un autre club du championnat portugais sans trop de problèmes. Et il a 26 ans ou 27 ans, il n'est pas si âgé que ça. Il est dans la fleur de l'âge et il reste quand même. Il y a ce truc de certains cadres. Alors, évidemment, qu'à un moment donné, tu en as parlé, tu as toujours un ou deux cadres qui partent chaque année, mais tu as des joueurs qui pourraient sportivement avoir un intérêt à partir et qui, malgré ça, restent. Quand tu vois le temps qu'est resté aussi Gaius Makuta, qui avait pourtant des offres Ouais, ailleurs et ça c'est était le meilleur fort. exemple. Ouais, et notamment qui était très proche de Rennes à un moment donné, et qui finalement reste quand même au club. Mm. Même un Salvador Agra, quand tu regardes l'implication de ce gars sur un terrain, Ouais. c'est impressionnant. Et donc Ouais, ça, pour moi, j'y vois c'est complètement fou. Ouais. un motif d'espoir et un truc de, OK, même si c'est pas bon, même si tu as un effectif limité, il y a cette grinta, cette capacité à ne pas forcément être battu, à être difficile à battre malgré tout. Mais cette saison, tu en as parlé, Phil, on en a tous un peu parlé, il y a de nouveau des cadres qui sont partis et à part 4-5 joueurs qui ont le niveau du championnat portugais, et pour moi, les Abascal, ça a même le niveau de la première moitié du championnat, les autres, c'est vraiment limité. Et c'est plus moi, ça qui va me manquer, c'est j'ai l'impression que ça va être excessivement dur de gagner un match. Et en bas de classement, c'est important d'être capable de gagner un ou deux matchs importants. Ici, j'ai vu que vous avez fait 0-0 contre Aves, vous avez fait match nul contre le National, qui sont des concurrents directs. Au moins, tu perds pas, ça c'est déjà quelque chose, mais est-ce que d'ici la fin de saison, tu seras capable de gagner ces matchs-là? Si c'est le cas, c'est toujours jouable. La saison passée, ça s'est joué à 2-3 points le maintien. Cette année, ça se jouera aussi. Il y a 4-5 équipes qui vont jouer la descente jusqu'au bout. Ce motif d'espoir, pour moi, c'est ça, cette grinta et cette union qu'il y a entre les joueurs et qu'on sent qui est vraiment assez phénoménal vu de l'extérieur, parce qu'ils auraient tout à fait raison, on les comprendrait, de baisser les bras, de se dire bah, c'est plus possible. Et non, ils font cœur. Tu me corrigeras, mais il me semble que la saison passée, quand il y a les employés du club qui ne sont plus payés, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui ont participé à les défrayer en partie, alors qu'eux-mêmes n'étaient plus payés? Voilà, je trouve que c'est une preuve assez incroyable de l'union et de, de ce qui se passe dans ce club. C'est pas juste un club qui va pas bien. Il y a un vrai truc qui se passe avec les supporters, mais aussi avec les joueurs et les employés du club en même temps. Ça, je trouve que c'est un motif d'espoir. Est-ce que ce sera suffisant? Je suis pas sûr. Mais je suis un peu plus nuancé que je pense toi tu vas l'être. Je pense que toi, tu vois beaucoup du négatif. Et en vrai, je te comprends. En plus, toi, tu vis le club de l'intérieur. Euh, mais voilà, je voulais un peu l'avis de Phil, un peu le mien. Toi, est-ce que tu vois quand même un peu d'espoir, même si tu penses que la descente arrivera, mais est-ce qu'il y a quand même un espoir pour toi? Alors, en fait, forcément, je peux que aller dans ton sens sur les 2 dernières années sur la Grinta, mais ce club, il m'a tellement fait vibrer. En fait, on savait qu'on jouait rien, mais en fait, tu regardais les matchs, tu savais que de la première seconde à la dernière, ils allaient se battre et ils allaient tout donner ensemble, comme un groupe. Et ça, c'est ce qu'on attend quand on aime le football. Enfin, je pense que tous les fans qui vont écouter ce podcast, ils seront d'accord avec moi. C'est ce qu'on attend d'un club. Et tant si on perd, tant pis. De toute façon, parfois, c'était mérité. Maintenant, on a toujours tout donné. On a battu Benfica à domicile, on a battu le Sporting à domicile, on a fait nul contre Porto à domicile l'année dernière. C'est des performances qui, quand on compare les deux effectifs, sont absolument folles. D'ailleurs, la victoire contre Benfica, c'est 3 semaines après la défaite contre l'Eria, ouais. Et moi, Ouais. j'avais eu le même sentiment que toi. J'ai vu le résultat parce que le match n'était pas diffusé, je crois. Et je me suis dit, OK, bon, alors là, c'est fini. C'est complètement fini. Et puis voilà, le groupe petit, Thiago Moraes qui explose, qui fait des matchs, mais
Enfin, il y a même pas de qualificatif, c'est complètement fou ces matchs, notamment, je me souviens, Estoril, enfin, c'est des matchs qui sont mais d'un niveau stratosphérique. On a un Bosnik qui est en pleine forme. Parce qu'en fait, à l'époque, ce qui se passe, c'est qu'on a un 11 de départ. On va peut-être dire que j'abuse, hein, mais un 11 de départ qui joue le top 5. Hein. Mais on n'a pas de banc. Mais un 11 de départ, pour moi, sur le top 5, c'est pas déconnant. Je veux dire, ça se bat avec Ouais. Vitoria. Ouais. Franchement, si tu regardes absolument pas le banc, hein, parce que quand on prend le banc, c'est ça qui a fait qu'après, on n'avait pas du tout de réserve, mais on avait un 11 de départ où les 11 joueurs étaient hyper qualitatifs. Des Gaius Makuta, Seba Perez, Thiago Moris, Rissigno qui fait une super saison. Enfin, on avait Bruno Nimaeshi, Rodrigo Bascal, Vincent Sasso Ouais. qui fait une très bonne saison aussi, qui est parti à Dunkerque là. Bruno Lorenzo. Pedro Malheiro, Bruno évidemment, qui est Lorenzo, maintenant à Trabzonspor. Joao Goncalves, Ouais. pareil, on s'attendait pas forcément à le voir et c'est un super gardien, enfin hyper jeune, très peu expérimenté, mais en fait on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance d'avoir tous ces joueurs sur lesquels on comptait plus ou moins parce que Robert Bosnik c'est pareil. Hein. Moi l'année d'avant, honnêtement, pour être complètement honnête, j'en pouvais plus. Hein. Enfin c'était catastrophique. Hein. Il claque 2 buts dans la saison. Enfin en plus c'est le plus gros salaire du club. On pouvait plus et il fait une super saison et en fait comme tu dis c'est un groupe qui était mar petit et c'est cette grinta, ce groupe, le fait d'avoir des joueurs formés au club aussi qui avaient le club dans la peau, mais également les joueurs qui étaient là depuis quelques années comme Gaius Makuta qui a toujours tout donné pour le club et c'était vraiment admirable. Toutes les semaines on savait qu'on allait passer un bon moment et on savait que ça allait pas être facile. Mais parce qu'avec sportivement, nos joueurs allaient tout donner et sont toujours allés chercher des super exploits. On fait un super match aussi à Braga, je crois. Bon, on perd, mais euh, par contre, en fait, cette grinta, cette solidarité de tout le club entre les supporters, les salariés et les joueurs, ça a forcément ses limites à un moment donné. Et quand on joue une saison entière de Liga Portugal avec des U19, forcément que cette grinta peut plus tenir. Et moi, je leur en veux pas aux joueurs. Ils ont 19, 20 ans, l'année dernière ils étaient en U19 et là ils sont titulaires en Liga Portugal à chaque match. Enfin, comment on peut attendre quoi que ce soit? Je veux dire, on ne peut pas leur jeter la pierre et déjà ce qu'ils font, c'est déjà très bien. Comme vous avez dit, finalement sur les matchs cette année, on s'est assez rarement fait marcher dessus en fait. Hein. Souvent, à chaque fois, nos joueurs ont tout donné, mais ils n'ont pas le niveau. Et c'est là qu'on distingue des joueurs vraiment professionnels, de joueurs semi-professionnels qui se professionnalisent. Enfin, ils ont 19 ans, quoi. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Et pour moi, cette grinta, cette solidarité, elle suffira clairement pas à se maintenir. Elle a suffi à se maintenir les 2 dernières années. L'année dernière, on se maintient à la dernière seconde. On joue contre Vizela à Ouais. domicile, qui est déjà descendu, et on perd 2-1, et Ressigno met un penalty à la dernière seconde. Ça, pareil, ça a soudé le club comme jamais. Mais ces épopées-là, pour moi, elles sont finies. Enfin, je veux dire, on les a perdues. Là, on a perdu la moitié de notre effectif. On a un effectif de bras cassés. Enfin, il tient sur rien cet effectif. Je veux dire, on n'a rien à faire en D1 avec un effectif comme ça. Et c'est pour ça que moi j'ai aucun motif d'espoir parce que sportivement, comme tu dis, on peut pas aller gagner. Enfin, c'est très difficile. On peut tenir, effectivement, comme tu as dit, des matchs nuls, on peut aller en chercher. Et ça, la Grinta, elle peut suffire sur certains adversaires. Maintenant, aller gagner, il faut de la chance. Là, on peut avoir que de la chance. Parce que quand on voit que les joueurs donnent à 100%, et malgré le don de soi à 100%, on est dernier avec 12 points, ben, on peut espérer mieux qu'avec de la chance, là. On peut espérer mieux que si on joue des adversaires directs, qu'il y a un carton rouge à la 5e minute. Enfin, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et pour moi, le motif d'espoir, il se base que sur la chance ou le miracle. Hein. Et c'est trop mal de dire ça. Parce qu'en plus, les 2 dernières saisons, malgré les difficultés, j'ai vécu des super moments. Mais là, il n'y a plus de motif d'espoir. Pour moi, c'est fini. Enfin, les miracles ont une limite et les miracles ont surtout eu leur source avec tous les arguments que tu as donnés. Mais voilà, pour moi, cette année, enfin, on, on est beaucoup trop pour pouvoir espérer quoi que ce soit. On peut plus espérer quoi que ce soit sportivement cette année, quoi. Si on part donc de ce principe il y a la bascule en cette fin de saison, Maxime, tu as déjà répondu un petit peu, j'aimerais revenir avec toi là-dessus un peu plus en profondeur, ce que tu vois exactement. Mais Phil, est-ce que s'il y a une descente en deuxième division, est-ce qu'il y a un espoir, on en est là, que le club ne disparaisse pas tout simplement? Le seul espoir, c'est que Monsieur Lopez s'en aille. C'est le seul espoir. Le,
Pour moi, le seul espoir qu'il peut y avoir pour ce club, c'est que soit il y a un consortium d'anciens joueurs qui se réunissent un peu à l'image de Fari pour l'épauler, mais des anciens joueurs qui ont beaucoup donné, je sais pas, je pense à Fleisch ou à Lietouche, des grandes figures du Boavista, euh, qui, qui, qui se réunissent et qui créent quelque chose pour venir en aide, un peu à l'image de Oliver Kahn là, qui essaie de racheter Bordeaux. Bon, le problème c'est qu'ils s'entourent mal parce qu'ils s'entourent d'héros, donc c'est pas une bonne idée, mais voilà, soit des anciens joueurs, soit un Brésilien quelconque qui vient de mettre de l'argent et vu que c'est à la mode et qui rachète le club. Vinicius est prêt à mettre 10 millions pour Alverc en deuxième division. Mafra a déjà été racheté par Marcelo en partie. Evra a départ dans Estrela da Amadora. Donc, enfin, un club historique comme ça, je comprends pas qui. Enfin, c'est valable pour Coimbra, c'est valable pour Olhão, comme on a dit, c'est valable pour Leiria. Alverca, enfin, c'est aussi un club historique. Donc, je comprends pas comment c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui se dise ouais, il faut sauver ce club, quoi. Donc, j'ai bon espoir qu'il y ait un groupe d'investisseurs sérieux cette fois, si possible avec qui connaissent l'histoire du club ou du moins qui s'entourent de personnes qui ont les valeurs du club et qui sauront expliquer aux gens ce qui est vraiment le Boavista Football Club pour que le club retrouve plus ou moins ses lettres de noblesse et enfin, qu'il puisse être compétitif. Je ne dis pas qu'il puisse retrouver un titre de champion parce qu'il y a énormément de boulot pour en revenir là et Braga se bat chaque année pour essayer de gagner son premier titre de champion, mais au moins de redevenir compétitif et d'avoir une stabilité comme peut l'avoir un Famalicão ou un Rui Ave qui même a été privé de recrutement pendant 2 ans et au final ils sont pas redescendus, ils sont encore là. Donc voilà, j'espère qu'avec une autre direction, on pourra peut-être même retrouver Petit dans son club de cœur. Donc c'est tout le mal que je leur souhaite. Maxime, qu'est-ce que tu penses de cette, en tout cas de la possibilité de ce dont parle Phil, un rachat, Gérard Lopez qui diminue ses émoluments pour revendre le club ou qui quitte le club, dans l'idée de cela, à quel point est-ce que tu penses que c'est faisable? Et sinon, à quel point est-ce que tu en viens à souhaiter peut-être, entre guillemets, une disparition administrative du club qui repartirait d'un échelon beaucoup plus bas pour, entre guillemets, repartir sur de meilleures bases, un peu comme l'a fait Belenenses après la fameuse saga avec la Bessade, et qui reprend, qui est remonté, qui redescend, mais qui est de nouveau bien parti, en tout cas dans les playoffs pour remonter encore à nouveau en D2. Voilà. Qu'est-ce que toi tu espères? Qu'est-ce que tu penses pouvoir être une bonne solution? Bah, cette solution, en fait, elle serait parfaite. Maintenant, en fait, les exemples que Phil a donnés, je ne connaissais pas trop leur situation économique. Maintenant, c'est vrai que pour reprendre un club comme Boavista, oui, il y a une histoire qui est énorme, il y a un public, etc. Mais en fait, la dette est tellement énorme qu'il faut vouloir le reprendre, ce club. Et ça, c'est pas évident. Enfin, c'est vrai que n'importe quel investisseur qui vient, même imaginons Gérard Lopez redevient raisonnable et donne le club gratuitement. Bon, déjà, j'y crois pas, mais imaginons. Euh, Même avec ça, un investisseur devra mettre plusieurs millions, déjà juste pour que le club vive, et ensuite, de toute façon, il y aura cette là à payer. Donc, en fait, je me demande si là, on n'est pas dans un cercle vicieux où, de toute façon, on n'est pas dans une impasse, en fait. Peut-être pas, peut-être qu'on aura un groupe d'investisseurs très sérieux qui, cette fois, regarde les dépenses, etc., et qui acceptera de reprendre le club en D2, de payer les dettes immédiates à payer, de remettre de l'argent pour juste la vie quotidienne du club, tout en échelonnant les dettes, etc., et sans faire des fausses promesses, en fait. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Je veux dire, nous, les supporters, on veut juste que notre club vive et qu'on arrête de nous mentir. En réalité, c'est ça.
Je veux dire, nous, on s'en fiche qu'on nous dise on va aller jouer l'Europe. On sait que c'est pas possible et c'est même pas ce qu'on veut maintenant. Oui, bien sûr, on aimerait bien, mais c'est pas réaliste. Nous, on veut juste que notre club vive et que simplement on soit ce club familial qu'on a décrit juste avant où c'est tout ce on ne demande pas un bonheur plus grand. Mais malheureusement, il a fait tellement mal, Gérard Lopez. Bon, il n'y a pas que lui, hein, parce qu'on a parlé des sujets avant, donc toutes ces dettes-là, c'est pas que lui, mais le mal est tellement profond que je ne sais pas si financièrement le club peut être pris et surtout peut être sauvé. Ça, j'avoue que j'ai vraiment pas les compétences pour donner une opinion là-dessus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est comme a dit Phil, le préalable à tout ça, c'est le départ de Lopez. C'est de toute façon. Mais comme à Bordeaux, il n'est toujours pas parti. Donc pour moi, le problème est pas réglé à Bordeaux. Il n'a pas voulu laisser le club. Mm. Ça va recommencer. De toute façon, c'est quelqu'un qui est malsain pour les clubs. Donc ça va recommencer. Et ensuite, est-ce qu'il vaudrait pas mieux repartir des divisions inférieures? Moi, je dis, si c'est pour aller en D2 avec Lopez ou repartir en D4, moi, je préfère repartir en D4, franchement. Moi, je préfère ça. De toute façon, on sera purgé euh, de toutes ces personnes hostiles au club. Et tant pis, on reviendra, on refera une épopée, on se construira sur des bonnes bases et les supporters, de toute façon, seront toujours là. De toute façon, le club existe. Si malheureusement on disparaît, bon, je sais pas, mais tant que le club existe, les supporters seront là et aideront le club et même en D4. On ne sera pas à 10 000, mais les supporters suivront. Et d'ailleurs, quand je vois aujourd'hui les RIA ou Belenenses, je suis hyper content pour eux. Je suis hyper content et je vois qu'en plus, il y a du monde dans les stades. Les gens suivent cette remontée parce que finalement, mais comme en France, on a pu voir avec certains clubs comme Bastia ou Strasbourg Strasbourg, notamment. Ouais. vaut mieux reculer pour mieux sauter. Et tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, mais le mal est tellement profond que finalement c'est peut-être un mal pour un bien. Surtout que, juste pour ajouter, historiquement, c'est un club formateur surtout. On oublie parfois, on oublie ça Mm. souvent, mais enfin, on a vu passer Lungom, Javier Pinto, Petit, Raúl Meireles, Bozingua, Bruno Fernandes, Gonçalo Cardoso qui après est parti à West Ham. C'est un club qui a toujours formé et post-formé. André Gomes aussi, qui après a été à Benfica. Donc, euh, donc c'est peut-être aussi la recette à laquelle il faut revenir à la toute base, faire table rase un petit peu et repartir de là, parce que c'est souvent comme ça qu'on repart sur un projet sain. Mais pour ça, il faut le départ de la personne dont on ne Voldemort. peut pas le dire le mort. Exactement. Eh bien, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je pense qu'on a bien fait le tour, on a été complet pour rentrer suffisamment dans le détail tout en n'étant pas trop pointilleux sur des chiffres, etc. Je pense que ça permet de rendre le podcast un peu audible pour tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se laisse. Phil ou Maxime, techniquement. C'est un peu toi la star ici, on met ton club en avant. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Bah, moi, je vais J'ai finir pas un peu comme nécessairement ça. quelque chose à ajouter. En réalité, on a J'allais justement te plutôt bien laisser fait le le mot de la tour fin. sur. Ah oui, bah Vas-y, vas-y dis. alors, vas-y. Bah, j'allais dire, bah, juste, je leur souhaitais de gagner ce week-end pour le plus grand plaisir de Mathieu, lui qui malheureusement a été puisqu'on enregistre ce podcast du coup le vendredi 24 janvier, donc lui qui a été en déplacement À l'Union. à l'Union et qui a vu son équipe perdre malheureusement en Europa League, donc qui doit être en guerre un petit peu avec son équipe. Donc je pense que ça va être un match assez particulier parce que c'est deux équipes qui sont pas forcément très bien et pour la mienne non plus ceci. Donc voilà, on espère qu'il y aura un peu de spectacle parce que dernièrement c'est pas idéal. Ouais, effectivement, et peut-être un match où aller prendre des points, effectivement, dont on parlait contre une équipe qui est en plein doute et qui a aussi peut-être un peu cette envie de changement en interne, de changement structurel aussi. C'est ça que je pense que Mathieu sera d'accord avec nous à ce niveau-là. Maxime, du coup, qu'est-ce que tu voulais ajouter?
Bah, moi, je disais, je pense on a quand même pas mal fait le tour. Bah, merci déjà pour l'invitation parce qu'on en parlait en off, mais c'est vrai que voilà, la plupart des médias se concentrent quand même beaucoup sur les trois ou quatre gros, etc. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de venir parler de son club parce que c'est pas si souvent, surtout dans les situations dans lesquelles on est actuellement. Enfin, voilà, on est certains clubs historiques, mais certes beaucoup l'oublient parce que ça fait déjà 20 ans. Donc c'était vraiment un plaisir de venir parler, de faire connaître aux gens aussi un petit peu l'histoire de ce club-là. Donc, bah, merci pour l'invitation. Merci à tous pour avoir écouté ça, d'avoir passé 1h25 à écouter tout ça et toute l'histoire de ce club. C'était vraiment génial. Franchement, tout ce que je souhaitais au club, c'est qu'on s'en sorte. Je souhaite vraiment pas autre chose, même pas le maintien ou quoi. Enfin, voilà, je souhaite en général que juste le club disparaisse pas parce qu'on l'a évoqué dans ce podcast. Mais voilà, moi, je pense vraiment aux salariés, aux supporters, etc. Boavista, ça a réussi à être une grande famille malgré le fait que ça a été un grand club, etc. Ils ont jamais perdu cette dimension très familiale, très communautaire. Voilà, c'est le club de cœur de beaucoup de gens. Euh, donc il faut vraiment pas que ça disparaisse. C'est un monument historique du foot portugais. C'est un club qui est énormément suivi. Il y a des supporters qui font des déplacements toutes les semaines. On les entend très souvent à l'extérieur, à domicile. C'est vraiment un club extraordinaire. On a parlé de la Grinta, etc. Mais voilà, moi franchement, ça me fait trop mal de voir ce club-là dans la situation actuelle. Donc j'espère vraiment que on s'en sortira, que l'année prochaine, quand on tapera Boavista sur Google, ça marquera pas que en 2025 il s'est arrêté. Voilà, j'espère vraiment que qu'on retrouvera ces années de gloire. Ou voilà, juste du plaisir, juste regagner des matchs en Liga sans se préoccuper au jour le jour si un jour peut-être notre club va disparaître. Et c'est juste ça, on demande pas des choses aberrantes. On demande juste à pouvoir profiter de notre club au quotidien en se concentrant uniquement sur le sportif, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas arrivé depuis des années. Bah, merci, merci Phil, merci Maxime. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que d'ici quelques temps, quelques années, on te réinvite sur ce podcast pour venir nous dire à quel point le travail qui a été effectué à Boavista a été positif et qu'on puisse se dire, ah, ça, ce n'était qu'une mauvaise parenthèse de l'histoire de ce club. Juste d'ailleurs, si tu Euh, peux me permettre, Antoine, oui, je vais profiter de 2 petites minutes pour remercier Maxime parce que ça fait un moment qu'on voulait faire ce podcast et on en parle depuis longtemps. On a essayé plusieurs fois, mais on a eu toujours des petits problèmes, que avec ce soit plusieurs problème plateformes. technique ou problème de calendrier. Ça a été toujours compliqué. Il a toujours été d'une bienveillance extrêmement, je dirais, rare même de nos jours. Ça se voyait qu'il avait vraiment envie de faire ce podcast avec nous pour parler de son club et il savait que on allait le faire de la manière la plus professionnelle possible. Et du coup, je voulais le remercier parce que à un moment donné, il aurait pu nous dire, ouais, bon, les gars, c'est pas normal Il tout est maudit ça. ce podcast. Et en fait, non, il a toujours voulu le faire quand on est arrivé en off, il avait déjà la banane, il savait que, et pourtant c'est une période compliquée pour son club, euh, il avait vraiment envie de le faire tout autant que nous. Parfois, juste comme on a des vies, malheureusement, c'était pas possible d'agencer ça mieux, mais du coup, voilà, je voulais le remercier parce que il a toujours été très compréhensif et c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter ce podcast qu'on a pris de plaisir à le faire. Et voilà, juste vous remercier tous les deux d'avoir partagé ce podcast avec nous. Ouais. Et j'ajouterais aussi évidemment aller suivre son compte Bien Twitter, évidemment, putain, tu Twitter fais ça X, tellement Boavista bien, France. mais t'es né pour Et ça en oui, fait. et c'est voilà, hein. Donc ouais, allez suivre le compte, allez lui donner de la force, poussez-le Il à en a bien reprendre plus besoin, le activement les pauvre. tweets. Il en a bien besoin. Montrez-lui que voilà que la team Golasso est là aussi pour le soutenir et pour soutenir son club. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire. Ça fait toujours du bien de se sentir soutenu et ça fait du bien aussi de soutenir les personnes qui le méritent. Donc voilà. Encore une fois, merci Oui, à vous juste deux. peut-être une petite parenthèse sur ça, c'est Oui, juste pour voilà dire pour les gens qui vont sur ma page. Vous voyez qu'il y a très peu d'activités sur les 6 derniers mois. J'ai vraiment pas fait cette page pour le but de faire une page fantôme, honnêtement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Pendant 2 ans, j'ai vraiment essayé de l'alimenter. J'ai vraiment fait le max
pour juste parler de mon club sur plein de sujets. Voilà, juste si depuis 6 mois le compte est pas très fourni, c'est une pause. C'est parce que vraiment j'en peux plus et que sportivement, etc. J'arrive plus à suivre autant qu'avant. Mais vous inquiétez pas, ça reviendra et c'est pour ça que la page existe toujours et elle existera et je reviendrai pour reparler de mon club. Voilà, vous voyez qu'on a réussi à trouver des motifs d'espoir dans ce podcast. Donc voilà, je vous propose de se laisser sur ces belles paroles. Sur ces belles Euh, paroles, en- ouais. Exactement. Encore merci à vous deux et bah, n'hésitez pas évidemment à partager ce podcast, à l'envoyer à toutes vos connaissances. Faites connaître l'histoire de Boavista, faites connaître la passion qu'anime ses supporters. Donc voilà, nous on se retrouve, peut-être pas nous, mais vous retrouvez de toute façon l'équipe Golasso pour d'autres podcasts à venir. On ne vous oublie pas, on ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Et on revient assez vite pour d'autres sujets d'actu, de grands clubs, de pas de grands clubs. Donc voilà, on se tient au courant. À bientôt et merci encore d'avoir suivi ce podcast. Merci beaucoup. Ciao, ciao.